Actuellement, on parle de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, cette partie est en proie à l'insécurité liée au M23, liée justement à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Mais spécialement aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité à Goma. L'insécurité qui a une autre forme. On parle plus de la criminalité qui bat son plein dans cet espace. Il ne se passe un jour sans que des bandits à main armés devant tous tuent et prennent leur chemin. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment comprendre cette situation pour tenter de résoudre ce phénomène, on va le dire comme ça, à Goma? On va en parler dans ce grand plateau. Et oui, je ne suis pas seul puisqu'il s'agit d'un grand plateau. Nous allons débattre de ce sujet avec une co-présentation de Christian Kalonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella. Eh bien, en face de nous, nous avons un élu, le sénateur Célestin Vonabandi, élu du Nord Kivu. Avec lui, justement, nous allons tenter de décrypter cette situation pour voir comment est-ce que des solutions peuvent être trouvées pour la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Sénateur, bonjour et bienvenue. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans ce cadre, sur ce plateau grand plateau de Télé 50. Mais aujourd'hui, si on devrait tout de même revenir sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, au-delà de cette guerre nous imposée par le Rwanda, comment vivez-vous cette criminalité? C'est une situation dramatique. Je voudrais peut-être, avant de pouvoir commencer, exprimer toutes mes condoléances à tous ceux qui ont été frappés par ce qui arrive dans la ville de Goma. Pas plus tard qu'hier soir, il y a toute une famille qui a été frappée sérieusement parce que c'est une famille qui a perdu pratiquement 3 personnes en une soirée, vers 17h30. Et je dois noter que depuis pratiquement 48 heures, je crois peut-être 72 heures, nous avons déjà connu plus de 10 morts dans la ville de Goma. Voilà, donc il y a beaucoup de familles qui sont aujourd'hui endeuillées. Et donc, le premier sentiment que j'exprime à ce stade, c'est pouvoir leur adresser mes très sincères condoléances. C'est donc une situation dramatique. Pourtant, nous sommes dans une situation d'état de siège. C'est vrai que nous sommes en guerre, mais on ne peut pas comprendre qu'une ville comme la ville de Goma, qui abrite autant, qui abrite d'abord les institutions provinciales, qui abrite autant de troupes, qu'il s'agisse de celles de la MONUSCO, qu'il s'agisse des troupes amies qui sont venues à la rescousse de la RDC, notamment les troupes de la SADC, qu'il s'agisse des troupes congolaises, on ne peut pas comprendre, sans compter la police bien entendu, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, la ville de Goma soit devenue pratiquement un mouroir, un Far West, là où l'insécurité bat le plein et où on tue allègrement. Aujourd'hui, justement, si on devrait tenter d'identifier cela, est-ce qu'on peut associer là des groupes terroristes ou carrément du banditisme urbain? Tout est mêlé. Tout est mêlé. Nous avons le groupe terroriste M23 qui n'est pas loin de la ville et qui a tout intérêt à créer une sorte de terreur dans la ville. Je voudrais d'ailleurs noter que ce matin, il y a eu un communiqué qui a circulé venu de ces bandits, de ces terroristes, qui prétend exprimer sa compassion à l'endroit de la population de la ville de Goma aujourd'hui insécurisée. Mais je me pose la question s'il ne s'agit pas plutôt de même groupe qui sème l'insécurité pour essayer de tirer profit de la situation. Mais je disais que tout est mêlé parce que nous avons dans la ville de Goma une présence armée très nombreuse. Nous avons beaucoup d'hommes en armes qui circulent. Nous avons les Wazalendo ou des prétendus Wazalendo qui sont porteurs d'armes et qui pratiquement qu'on voit se promener dans certains quartiers de la ville de Goma. Il y a un quartier comme Mugunga où c'est celles qui sont devenus des quartiers où déjà dès la tombée de la soirée, il faut pratiquement rentrer chez soi parce que ça tire dans tous les sens. Et donc tout est mêlé. D'un côté, nous avons les terroristes qui ne sont pas loin de ce qui se passe et qui certainement y ont intérêt. De l'autre côté, nous avons des hommes en armes qui sont parfois incontrôlés,
et qui sont certainement aussi mêlés dans ce qui se passe. J'ai appris ce matin, je viens d'apprendre par exemple que ceux qui ont perpétré le massacre d'hier auraient été arrêtés et que parmi eux se trouvent des militaires ou des soldats qui sont bien identifiés. Mais, monsieur le sénateur, je voudrais que vous puissiez nous dire un peu, parce que vous faites partie de la notabilité du Nord Kivu, comment comprendre cette situation qui se passe en plein état des sièges dans une ville censée être surmilitarisée en ce moment précis. On sait que pendant l'état de siège, la ville est dominée par la présence militaire. Mais comment comprendre cette situation? Est-ce qu'il faut parler de l'absence de l'autorité de l'État pratiquement? Comment comprendre cette situation? Je pense que c'est difficile à comprendre justement lorsqu'on considère qu'il y a une présence militaire assez nombreuse, comme je le disais, lorsqu'on constate que c'est quand même le siège des institutions de la province, c'est parmi les rares villes de la province qui devaient être en principe protégées. Alors, est-ce que c'est un problème d'autorité de l'État? En partie, je pense. Je crois que l'on ne prend pas, les autorités provinciales et locales ne prennent pas des mesures idoines qu'il faudrait pour que l'on puisse contrôler tous ces hommes en armes. Je voudrais vous donner quelques faits précis pour illustrer mon propos. Oui. Lorsque vous arrivez dans la ville de Goma, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'officiers supérieurs et généraux qui y résident avec pratiquement chacun son contingent. Un peloton pour se faire garder, je ne sais pas, autant d'hommes. Et donc, vous avez énormément de soldats, soi-disant gardes du corps d'un certain nombre d'officiers généraux et supérieurs, qui vadrouillent, qui sont dans la ville, qui sont porteurs d'armes. Ça, c'est donc la première catégorie de personnes qui peuvent insécuriser la ville. Vous avez aussi, dans cette même ville, beaucoup d'officiers généraux et supérieurs qui ne vivent pas dans la ville de Goma, qui y ont des résidences, et lesquelles résidences sont gardées par un pléthore d'hommes armés. Vous avez des commandants, soi-disant, Wazalendo, des commandants Wazalendo, disons les choses telles qu'elles sont, parce que c'est comme ça qu'ils se présentent, qui résident aussi dans la ville de Goma. Je note qu'avant le phénomène Wazalendo, il n'y avait pas de Wazalendo dans la ville de Goma. Aujourd'hui, vous avez des commandants Wazalendo qui résident à Goma et qui sont protégés par leurs propres hommes. Mais sans compter le fait qu'il y a quand même un camp militaire assez important, et il y a tous ces hommes qui viennent au front et qui transitent par la ville de Goma. La question qu'on peut se poser, est-ce que ces hommes sont-ils suffisamment contrôlés, sont-ils suffisamment encadrés, sont-ils recensés, sont-ils suivis pour que justement ils ne soient pas à l'origine de l'insécurité? Je note également qu'il pourrait y avoir, il y a certainement des faux Wazalendo qui sont dans la ville sous l'étiquette Wazalendo. D'où la nécessité de nous dire qui est Wazalendo, qui est vrai Wazalendo et qui est faux Comment Wazalendo. identifier les Wazalendo justement? Comment identifier les Wazalendo? Je suppose qu'aujourd'hui, les Wazalendo sont déjà recensés, identifiés. Je dis je suppose parce que les phénomènes, les Wazalendo en principe, littéralement, ça veut dire patriote. Mais au départ, il faudrait noter que c'était des groupes armés dans la région, comme vous le savez, le Nord Kivu, c'est une province dans laquelle écumaient jusque-là plusieurs groupes armés, des centaines de groupes armés. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que sur ces plateaux que ces groupes armés nombreux dans la province du Nord Kivu sont aussi l'expression d'une forme d'absence d'autorité de l'État. Et donc vous avez des groupes armés qui brusquement sont étiquetés comme des patriotes parce qu'ils se sont rangés du côté de l'armée nationale pour combattre l'ennemi commun que nous avons. Et cet ennemi, c'est le M23, c'est le Rwanda voisin qui nous agresse. Mais à qui la faute? La faute, n'est-ce pas, à l'État congolais? Parce que le fait d'accepter les Wazalendo, vous l'avez bien dit, avant, on ne pouvait pas voir les Wazalendo circuler dans la ville. Maintenant qu'ils se sont invités, que le gouvernement les a acceptés, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut voir des personnes circuler en tenue civile avec des armes et on suppose, entre guillemets, que ce d'office, ce sont des Wazalendo. Bon, le problème n'est pas celui d'avoir accepté l'offre de ces patriotes
ces Congolais qui ont voulu assister, en tout cas appuyer l'armée nationale pour faire face à l'ennemi. Le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, me semble-t-il, c'est l'absence d'encadrement de tous ces hommes en armes. Parce que ceux qui sont à Wazalendo aujourd'hui, hier c'était des groupes armés, jadis d'ailleurs on les a appelés des forces négatives, Oui. et on les a considérés comme des groupes nocifs, parce qu'effectivement parmi eux il y a aussi des bandits, il y avait des bandits. On ne peut pas considérer que systématiquement ils soient tous blanchis et qu'ils deviennent pas seulement patriotes, mais également corrects vis-à-vis de leurs concitoyens. Et donc c'est important que lorsque ceux qui sont appelés aujourd'hui au Wazalendo se rangent du côté du gouvernement pour combattre l'ennemi commun, c'est important qu'ils soient encadrés, qu'ils soient recensés, qu'ils soient contrôlés et identifiés. Et donc ceux qui circulent par exemple dans la ville de Goma soient porteurs par exemple de feuilles de route, parce que pour la plupart les Wazalendo viennent des villages. Il n'y avait pas de Wazalendo, il n'y avait pas de groupes armés dans la ville de Goma. Ils viennent de Massissi, ils viennent de Rutshuru, ils viennent de Walikale. Donc si aujourd'hui il y en a qui sont dans la ville de Goma, c'est important qu'ils soient recensés, qu'ils soient identifiés, qu'ils soient connus et qu'on sache pour quelles raisons ils circulent dans la ville de Goma. Si cela n'est pas fait, ça devient alors, comme vous l'avez dit madame, une responsabilité du gouvernement qui a la mission, n'est-ce pas, de protéger les citoyens. Mais est-ce que le fait d'autoriser le Wazalendo de porter des armes n'est pas anticonstitutionnel, d'après vous? Je crois que nous nous trouvons ici devant une sorte de fête. Nous avons des groupes armés qui ne sont pas d'aujourd'hui, ils sont là depuis un bon bout de temps. Comme vous le savez, c'est une région dans laquelle les armes ont beaucoup circulé, une région où, à un moment donné, comme je le disais, l'État a presque perdu le contrôle d'un certain nombre d'espaces, donc il s'est formé un certain nombre de groupes armés. Ces groupes sont porteurs d'armes. On ne sait pas comment ils ont pu les avoir. Aujourd'hui, lorsque ces groupes se portent volontaires pour combattre l'ennemi commun, comme je l'ai déjà dit, je crois que ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. On doit l'encourager. Mais je répète ce que le problème, c'est quand on n'arrive plus à les contrôler. Eh ben justement, parce qu'ils peuvent dépasser les bords. C'est là que réside, comme madame l'a dit, la responsabilité. La guerre, c'est de l'autre côté. Donc, ils auraient mieux fait d'être plus de l'autre côté que dans la ville de Goma. Vous avez parfaitement raison, mais je dois vous dire, madame, aujourd'hui, en fait, que la guerre est aux portes de Goma, parce que Goma, c'est une ville pratiquement encerclée. On va en arriver. Oui. Lorsque vous allez vers le nord, le front se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville. Lorsque vous allez vers Massissi, le front se trouve encore à une vingtaine de kilomètres. Donc, ce n'est pas si loin que cela. Mais vous avez parfaitement raison. Oui. Ces groupes armés devaient être au front. Exact. Tout comme d'ailleurs ces militaires qui débarquent à Goma pour combattre l'ennemi, ils doivent être au front, ils ne doivent pas être dans la ville. Tout comme d'ailleurs ces généraux, ces officiers supérieurs qui sont très nombreux, qu'on trouve parfois dans les hôtels, 3, 4 étoiles, au lieu d'être au front. Je crois que c'est là que se trouve la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, on aimerait quand même... Est-ce que, en tant que notable, ou encore la notabilité du Nord Kivu, revient suffisamment sur cette question, parce que l'on aimerait quand même établir cette différence. Si les Wazalendo sont là pour défendre, oui, ils sont les bienvenus. Mais sur terrain, la répartition des tâches, c'est comment? Parce que vous venez de dire tantôt que les criminels qui ont été arrêtés, on a identifié un militaire parmi eux. On aurait, je parle au conditionnel, hein, voilà. On aurait identifié un militaire. Ça veut dire que la situation n'est pas seulement du côté des Wazalendo, c'est aussi du côté de l'armée, parce qu'on a identifié, on aurait identifié. Donc, ça veut dire que c'est une situation un peu plus large, d'autant plus qu'on sait que lorsqu'on arrive à Goma, ce n'est pas un peu comme dans les villages. C'est une ville où il y a des intérêts, il y a le commerce dedans, il y a de l'argent qui circule, et à ce niveau-là, on peut se dire, il pourrait y avoir des débordements qui pourraient emmener cette criminalité. Vous avez parfaitement raison. Je note d'ailleurs que ceux qui ont été tués hier, c'est un enfant, le fils d'un homme d'affaires très connu dans la ville de Goma, et ses travailleurs, et un policier également qui les accompagnait et qui venaient de leur magasin le soir, qui ont été donc agressés sur la route.
tués et dont on a emporté tous les biens qui étaient à leur disposition. Voilà. Et donc, vous avez parfaitement raison. Nous avons là une ville où pilule pratiquement un nombre incontrôlé, je constate, d'hommes en armes, mais dont on n'a pas la preuve qu'ils sont véritablement contrôlés. Et je ne doute pas un seul instant qu'il y ait aussi, vous parlez de Ouazalendo, qu'il y ait aussi des faux Ouazalendo. Je crois que le Ouazalendo est devenu un peu comme un blanchisseur qui peut couvrir plusieurs choses pas toujours bonnes. Je crains qu'il y a des faux Ouazalendo et peut-être même des Ouazalendo qui sont les fruits, des faux Ouazalendo, n'est-ce pas, qui sont le fruit de l'infiltration de l'ennemi. Et c'est cela. Vous avez l'impression au jour d'aujourd'hui que la ville de Goma est infiltrée en quelque sorte? Oui, je n'ai pas un seul instant à douter que la ville de Goma soit infiltrée. La ville de Goma doit être infiltrée et je crois que c'est même l'occasion ici d'alerter les autorités pour qu'elles fassent preuve de beaucoup plus de vigilance parce que l'ennemi est déjà avec nous, ça je suis sûr. Mais qui tire les ficelles dans tout ça? Parce que cette situation de la criminalité ne date pas d'aujourd'hui. Hier, on a déploré la mort des cambistes, des civils qui se sont fait attaquer par des personnes non autrement identifiées. C'est-à-dire cette situation d'insécurité, de criminalité urbaine dans la ville de Goma ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez dit qu'il manque des mesures adéquates. Qu'est-ce que vous préconisez personnellement? Les mesures adéquates. Je crois que la première mesure et la plus importante, je dirais une mesure d'ordre général, celle qui constitue le cadre général, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État ou l'affirmation de l'autorité de l'État. Nous avons sur place à Goma un gouverneur militaire. Nous avons un maire de la ville de Goma militaire. Si l'état de siège a été instauré, c'est pour que les militaires, la police puisse assumer pleinement leurs responsabilités. Contrôle entièrement la ville. Qu'ils contrôlent entièrement la situation. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que l'on soit dans une ville où nous avons des autorités militaires, mais qui soient incapables, n'est-ce pas, de contrôler la situation. Donc il faut qu'il y ait rétablissement de l'autorité de l'État. Le rétablissement de l'autorité de l'État, moi, je le vois d'un point de vue double. Le premier point de vue, c'est du côté de l'auditorat militaire. Il faut que la justice militaire soit une justice qui réprime réellement, pas une justice complice, parce qu'on a connu des situations. En parlant de la justice, on a rétabli la peine de mort. J'y arrive. Oui. On a connu des situations où des bandits armés ont été arrêtés, déférés devant la justice militaire, mais quelques temps après, on les a retrouvés encore en train de circuler. Ils ont été relâchés. Donc, on a comme l'impression que par moment, il y a une forme de relâchement, de laisser aller, je dirais même de complicité entre ceux qui sont en charge de la justice militaire et certains bandits. Donc il faut que la justice militaire puisse faire son travail. Et lorsque un bandit, comme ceux qui ont commis le massacre d'hier, lorsqu'un bandit est arrêté, il faut qu'il soit sévèrement réprimé, en tout cas châtié. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le cadre très bien donné. Nous avons la peine de mort dont le moratoire ne court plus. Il est temps de l'appliquer et de l'appliquer surtout à l'endroit de ceux qui tuent très facilement, comme on le voit actuellement. Mais ça, c'est donc le premier axe. Madame, permettez que je termine. Le deuxième axe, c'est à part la justice militaire, c'est le fonctionnement de l'administration. Le fonctionnement de l'administration, on a aussi l'impression que les militaires qui sont aujourd'hui sur place à Goma, qui sont nos autorités, le gouverneur comme le maire, on dirait qu'ils sont là, ils sont devenus des agents de mobilisation des recettes. Ils sont plus portés vers l'argent que vers leur tâche de maintien de l'ordre public et surtout de sécurité à l'endroit des citoyens. Ce qui est grave. C'est très grave. Vous allez trouver des autorités militaires qui sont fiers d'avoir mobilisé des recettes portées à tel chiffre, alors que n'est-ce pas, le critère d'appréciation de ces autorités, en tout cas le paramètre pour les juger aurait dû être le niveau de sécurité qu'ils apportent à la population. Exactement. Donc là, moi j'ai personnellement la nette impression que ces autorités militaires, ce n'est pas l'état de siège qui a échoué, mais c'est cela qu'on déploie toujours à Goma,
qu'il s'agit de l'ancien gouverneur, celui d'aujourd'hui, je n'ai pas la nette impression qu'il est à la hauteur de sa tâche. Un troisième axe, c'est l'organisation même de cette présence militaire nombreuse dans la ville. Lorsque vous allez sur place à Goma, vous allez trouver qu'il y a énormément de généraux. Au point qu'on se demande si pour faire la guerre au M23, on a besoin de 10-15 généraux dans la ville. Mais l'on sait d'autant plus que le Goma, c'est un centre d'affaires, je le disais tantôt. C'est un centre d'affaires. Vous avez donc énormément de généraux, vous avez énormément de colonels, vous avez maintenant des généraux à Zalendo. Et donc, on se pose la question de savoir si on a besoin de tous ces généraux dans la ville. Je pense que là aussi, l'autorité provinciale et locale doit veiller sur cela. Ceux qui viennent au front doivent aller au front. Les généraux qui viennent pour les opérations militaires ne peuvent pas rester dans les hôtels dans la ville. Ils devraient aller à Sac, ils devraient aller un peu plus loin, en tout cas, vers la ligne de front. Mais entre-temps, vous le dites... Mais aussi, ces soldats qui soi-disant gardent leur chef, généraux Ouazalendo ou généraux ou colonels de l'armée, il faut qu'ils soient identifiés, suivis, qu'on connaisse, qu'on sache les armes dont ils sont porteurs et qu'on s'assure que... D'abord, il faut les limiter aussi. A-t-on besoin, franchement, d'avoir 10, 15 militaires pour garder la résidence d'un colonel, d'un général qui ne vit même pas Goma? Je peux vous dire que je connais des généraux qui vivent ici à Kinshasa ou dans d'autres provinces, qui ont des résidences à Goma, lesquelles les résidences sont gardées par 10-15 hommes en armes. Est-on sûr que ces hommes sont suffisamment bien encadrés, qu'ils ont de quoi être nourris? Ces hommes ne se nourrissent-ils pas sur le dos de la population? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc il y a beaucoup à faire. C'est ce que j'appelais le rétablissement de l'autorité de l'État, le rétablissement de la justice militaire, mais de manière générale aussi l'administration civile comme militaire. Aujourd'hui, je reviendrai parce qu'il y a Goma qui est encerclé. Aujourd'hui, vous le reconnaissez. Entre-temps, vous reconnaissez aussi que le rôle que devrait jouer justement le gouverneur militaire n'est pas joué correctement. Aujourd'hui, quelle est l'approche, je dirais, la plus sécurisante le plus sécurisant de la population? Le dialogue avec le M23 ou la force? Parce qu'on le sait, avec les Ouazalendo, avec l'armée, les rebelles continuent d'avancer. Goma est encerclé aujourd'hui. Madame, c'est une question importante, mais je voudrais d'emblée me prononcer là-dessus sans embâche. Je ne dirai pas un seul instant, je ne soutiendrai pas un seul instant qu'il faille négocier avec le M23. Les M23, c'est des paravents. On sait de quoi il s'agit. C'est des parasites, c'est des individus qui sont utilisés par un agresseur étranger qui est connu, le Rwanda notamment, même l'Ouganda, il faut le dire, même si on n'en parle pas souvent. L'Ouganda est complice du Rwanda dans cette affaire. Les M23 n'est que cette sorte de préservatif qui est utilisé par ses mauvais voisins. Et donc ce n'est pas avec ces paravents qu'on peut négocier. S'il y a un dialogue, une négociation, une discussion, c'est avec ceux qui nous agressent réellement. Donc ça c'est un élément qu'il faut préciser. Mais pour revenir à la question, la ville de Goma, c'est vrai qu'elle est encerclée, elle est cernée de toutes parts. Je crois qu'aujourd'hui, je crois pour ma part que nous avons assez de troupes sur terrain et suffisamment de logistique, peut-être pas toujours bien organisée. En tout cas, on a suffisamment d'hommes sur le terrain, de militaires, étrangers comme congolais, pour faire face à l'ennemi. Mais les résultats ne suivent pas. Les résultats ne suivent pas. Les résultats ne suivent pas. L'affaire fait polémique parce moi, que je les ne suis résultats pas, ne suivent je pas. ne fais pas partie, je ne suis pas un militaire, je ne saurais pas aborder des questions qui relèvent de la stratégie militaire, mais j'observe, je constate qu'il y a suffisamment de troupes sur le terrain, qu'il y a suffisamment d'armes, qu'il y a donc suffisamment de logistique pour faire face à l'ennemi. Entre-temps, il y a énormément de déplacés. Il faut le combattre. Entre-temps, il y a énormément de Congolais qui sont déplacés. La situation humanitaire pose problème. Oui. À défaut de ne pas résister, pourquoi ne pas négocier? C'est un autre chapitre important. Le temps qu'on est en train de faire la guerre, qu'on est en train de chasser l'ennemi, il faut prendre en charge les déplacés, qui sont très nombreux aujourd'hui, peut-être par plusieurs centaines de milliers, si pas peut-être par millions. Je crois que là aussi, le gouvernement ne fait pas assez.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de moyens, mais plutôt c'est un problème de volonté et d'organisation. Ces pauvres citoyens... Et de compétences également, parce que c'est vrai, le ministère des Affaires sociales qui semble être négligé, c'est un ministère assez important. Il faudrait assez de doses de management et de vision pour arriver quand même à ne pas toujours regarder l'État, à voir comment travailler pour arriver à résoudre certains problèmes d'ordre humanitaire. Oui, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'on a essayé de faire pendant le gouvernement qui vient de passer. Et j'ose espérer que l'actuelle première ministre, avec son gouvernement, en tout cas, qu'elle mettra assez de moyens, assez d'intérêt à cette question et que donc le ministère en charge des affaires humanitaires disposera de ressources pour intervenir en faveur de ces citoyens qui ne demandent pas beaucoup parce que nous avons sur place beaucoup des humanitaires mais qui interviennent quasiment seuls. Lorsque quelqu'un vient vous aider et qu'il se rend compte que vous ne faites pas vous-même des efforts pour vous aider, finalement vous les mettez dans... Il est démotivé. Et donc si, à côté des humanitaires qui sont sur le terrain aujourd'hui, on pouvait avoir le gouvernement congolais présent, ne fût-ce que pour apporter par exemple l'eau, distribuer l'eau dans... Vous pensez que cette aide qui est apportée aux déplacés, elle est insuffisante? Par exemple, elle est insuffisante, cette aide qui est apportée aux déplacés? Elle est extrêmement insuffisante. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les camps des déplacés à Goma, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui sont laissées à leur abandon. Qui se comptent par combien? Est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui? Je n'ai pas les chiffres. Le nombre exact des déplacés. Comme je vous l'ai dit, on est pratiquement proche du million de déplacés répartis sur plusieurs sites. Et c'est des gens qui sont complètement abandonnés, qui manquent même de quoi se loger. Comme je le disais, si le gouvernement ne pouvait ne fût-ce qu'apporter l'eau et les logements, c'est-à-dire au moins une bâche, s'assurer que chacun a un toit, puisqu'une bâche, ce serait déjà quelque chose. Vous avez affirmé que la ville de Goma est encerclée, vous avez donc affirmé qu'il y a un encerclement. Aujourd'hui, on parle de Sake qui est sous menace. C'est vrai que l'armée est en train de résister de la plus bonne des manières, mais quelles sont les conséquences, d'après vous, directes sur le plan socio-économique de cet encerclement? Oui, l'encerclement de la ville de Goma a des conséquences malheureusement très néfastes sur le plan socio-économique. D'abord sur le plan, comment dirais-je, en termes de richesse, c'est une ville qui s'est énormément paupérisée. Donc il y a de plus en plus de la misère qui s'est installée dans la ville. Les prix ont sensiblement augmenté. Pratiquement des produits comme la pomme de terre, le haricot, qu'on avait, qui est à la portée de tous aujourd'hui, c'est des produits qui deviennent aussi des denrées plutôt aussi rares que ce que nous vivons, nous, ici à Kinshasa. Donc, sur le plan socio-économique, il y a une pauvreté qui s'est installée, il y a des prix, asphyxie de cette ville, et donc rareté des produits de première nécessité. Je voudrais vous dire d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement un seul point d'entrée ou de sortie donc de l'extérieur. Si vous voulez aller à l'étranger ou revenir à Goma de l'étranger, vous n'avez qu'une seule porte, c'est le Rwanda. Donc c'est chez l'agresseur qu'il faut passer ou dont il faut attendre l'entrée de produits sur le sol congolais. Imaginez-vous ce que ça signifie. Ou alors c'est l'Ouganda qui est le second agresseur dont je vous ai parlé. Et après l'Ouganda, il faut traverser toute la zone M23, la zone contrôlée par le M23, sur environ une centaine de kilomètres avant d'entrer dans la ville de Goma. Et là, c'est pratiquement à moto que les gens traversent, à compte-gouttes. Les camions ne sont pas toujours autorisés. Et donc, nous avons un sérieux problème, comme vous l'avez dit, d'asphyxie. Nous avons un problème de rareté des produits de première nécessité, et donc un problème de prix qui ont doublé, triplé, et ce qui fait que le pouvoir d'achat de la population a sensiblement baissé. Alors, vous avez soutenu le fait qu'il faille, bien évidemment, négocier directement avec le Rwanda, que l'on pointe du doigt. On sait très bien que sur la table des négociations, il faut que son interface fasse preuve de sincérité. Est-ce qu'il en sera le cas avec le Rwanda, quand on sait que souvent ce pays est accusé de duplicité vis-à-vis de la RDC? Est-ce que le Rwanda sera franc en face de la RDC sur la table des négociations? On ne peut pas compter sur... C'est vrai que les deux chefs d'État sont d'accord pour cette approche. On ne peut pas compter sur la franchise du Rwanda.
c'est comme quelqu'un l'avait dit il y a très longtemps dans l'histoire de ces pays. Un politicien avait dit que lorsque vous devez manger avec les diables, il faut utiliser une très longue fourchette. Avec le Rwanda, je pense que si vous devez dialoguer avec le Rwanda, il faut véritablement avoir une très longue fourchette parce que vous n'êtes jamais sûr de ce que le Rwanda vous réserve derrière. Et donc, il ne faut pas compter sur sa bonne foi. D'un côté, il faut la pression diplomatique. Fort heureusement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait un très beau travail sur le plan diplomatique qui porte de plus en plus de fruits. Il faut compter sur cette diplomatie qui doit faire pression sur le Rwanda pour l'amener finalement dans une position où il se laisserait finalement dicter des choix à prendre. Donc, il n'y a pas de négociation avec le Rwanda dans l'état où il est, avec son orgueil. Alors, on ne peut discuter avec le Rwanda que tout en maintenant la pression à la fois militaire et diplomatique. Alors on va terminer par cette question d'actualité parce que le gouvernement est très attendu. On a parlé tantôt du nouveau Premier ministre, Mme Souminois. Et quel serait aujourd'hui le profil et les besoins prioritaires pour aligner justement les membres du gouvernement avec quel profil pour quel résultat? Je pense que si on veut du résultat et du vrai résultat, il faut de membres du gouvernement, je dirais, qui seraient plus technocrates que politiques. Nous sommes au début d'une nouvelle législature. Il faut que les gens se mettent au travail. Et il faut donc que ce soit des personnes qualifiées, compétentes pour le faire. Et je pense qu'il faut se tourner vers les technocrates. Mais je ne voudrais pas m'écarter du sujet. Je voudrais aussi dire que la situation particulière à l'est du pays nécessite une thérapeutique appropriée. Et sur le plan justement du fonctionnement des institutions ou du gouvernement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut probablement un très haut fonctionnaire ou peut-être un membre du gouvernement qui aura pour tâche spécifique de suivre la situation à l'est du pays. On a besoin d'un plan spécial de reconstruction de cette partie du territoire national. Même si on est encore en guerre, il faut préparer ce plan. Voyez-vous aujourd'hui un pays comme l'Ukraine, pendant qu'il faut la guerre, avec les Européens, ils sont en train de préparer un plan de reconstruction de l'Ukraine. Nous aussi, nous devons avoir un plan de reconstruction de l'Est du pays. Il faut donc une autorité, un haut responsable dédié pour cette tâche. Mais la même personne pourrait suivre d'assez près ce qui se passe aujourd'hui. Ces questions liées à l'humanitaire, ces questions liées à l'administration de cet espace, à l'autorité de l'État, au contrôle de vrais Ouazalendo et à la traque des faux Ouazalendo, à l'encadrement de l'armée, c'est des questions, c'est vrai, qui sont transversales, et donc qui pourraient nécessiter un haut responsable, un membre du gouvernement ou pas, mais qui aurait de manière spécifique la charge de suivre ce qui se passe à l'est du pays. Monsieur le sénateur, merci. C'est à moi de vous dire merci. Et même le téléspectateur, nous sommes arrivés à la fin de ce grand plateau. Grand merci également à Christian Kalonji avec qui nous avons co-animé cette émission. Et à vous, et même le téléspectateur, restez fidèles à Télé 50.